Il est 15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition, voici les titres. Retraite conjointe du ministère de l'économie et des finances et de l'Union africaine. Et au moins 676 personnes tuées dans des affrontements au Soudan selon l'Organisation des Nations Unies. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie a présidé ce matin la 11e retraite de l'Union africaine qui se déroule pour la première fois en dehors de leur siège à Addis Abeba et surtout pour la première fois à Djibouti. Cette retraite se déroulera du 15 au 19 mai au Djibouti Palace Kempinski. Cette retraite des multi-parties prenantes dont l'objectif global est de discuter stratégiquement de la manière de renforcer les partenariats et de convenir des plans de travail conjoints pour 2023 et au-delà, ainsi que de clarifier les rôles et les responsabilités des partenaires de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et l'implication des parties prenantes dans la mise en œuvre des initiatives d'industrialisation, de diversification économique sur le continent. L'objectif étant d'examiner et d'adopter des documents d'évaluation, des documents de plan d'action et le lancement officiel d'un mécanisme de coordination interinstitutionnelle et des institutions financières africaines. En effet, ces concertations de haut niveau s'inscrivent dans le cadre de la dernière session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique qui a eu lieu le 25 novembre 2022 à Niamey, au Niger. De l'Union africaine ainsi que les organisations internationales de développement, y compris les agences des Nations Unies, pour engager des discussions significatives et de partager des idées qui façonneront l'avenir de notre continent en termes d'industrialisation et de diversification de nos économies. Cette retraite fournit une plateforme stratégique clé pour discuter avec les principales parties prenantes concernées par le développement industriel du continent, y compris les partenaires régionaux et internationaux, et d'échanger sur la programmation interdépendante des partenaires afin de tirer des complémentarités dans nos actions. Et le chef de développement industriel des Nations Unies, division régionale pour l'Afrique, Victor Djemba, et le directeur au ministère de l'économie et de l'industrie aux Comores, Hamadi Soualihi, en tour à tour, dans leurs allocutions, évoqué les tenants et aboutissants de ces concertations de haut niveau. Constater que l'OTAN est à l'action. Sur le continent, nous connaissons nos problèmes, nous connaissons les différents défis, les solutions, et nous avons des bons cadres stratégiques. Et nous sommes rendus compte, à l'occasion de la revue qui s'est tenue durant la préparation du sommet, que les cadres qui ont été formulés, même il y a 10 ans, restent toujours aussi pertinents. Avec l'avènement de la zone de libre-échange qui permet d'adresser certains obstacles clés, notamment la fragmentation des marchés du continent africain, aujourd'hui, l'OTAN n'est plus à l'attente. Il faut passer, n'est-ce pas, à l'action, d'où l'importance de cette rencontre. Sans aucun doute, l'industrialisation est un passage obligé. L'Afrique ne peut pas se permettre, avec tout le potentiel qu'elle regorge, ne pas se permettre de mettre tous ses efforts pour transformer ce potentiel, n'est-ce pas, en prospérité pour toute sa population. L'ambition de son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine, est de faire entrer les Comores dans le concert des pays émergents à l'horizon 2030. En effet, le plan Comores émergent est axé sur des socles stratégiques pour la transformation structurelle de l'économie vers l'émergence, dont le socle 5 porte sur des niches industrielles pour diversifier l'économie en s'inspirant des modèles réussis, plus particulièrement en Afrique. Et de son côté, le ministre de l'économie et des finances a déclaré que ces concertations serviront de laboratoire d'échange d'idées sur le devenir de l'Afrique, l'engagement de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers stratégiques de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent. Écoutons le ministre. La dernière conférence des ministres de l'industrie, comme
Camille 20, organisé en juin 2013 à Nairobi, au Kenya, c'est-à-dire il y a presque 10 ans, jour pour jour, dont le thème était déjà accélérer l'industrialisation de l'Afrique dans le cadre de l'agenda du développement post-2015. Les enjeux sont toujours d'actualité. Les mêmes enjeux sont toujours d'actualité, à savoir promouvoir et accélérer le développement industriel durable et inclusif. Par ailleurs, les échanges commerciaux dans le cadre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ont été lancés en janvier 2021 avec un potentiel marché unique de plus de 1,2 milliard de consommateurs. Afin de réaliser ces aspirations, tant sur l'industrialisation et de la ZLECA, le programme pour l'industrialisation et la transformation de l'Afrique doit être soutenu à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau national, au niveau régional, mais également au niveau continental. Cette orientation sera pertinente afin d'accélérer les efforts dans un certain nombre de domaines stratégiques, comme les infrastructures énergétiques et routières, la facilitation des échanges, le développement du secteur financier, la transformation agro-industrielle, l'innovation et la transformation technologique, entre autres. La promotion côte à côte de la ZLECA et de l'industrialisation constituera le pilier essentiel de la réussite de l'Afrique et la condition de réalisation de l'agenda 2063. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, a effectué dans la journée d'hier une mission de travail dans la ville de Tadjoura, accompagnée du directeur général de la Fondation IOG pour la fin du mal-logement, du directeur de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat et des hauts responsables de son département. Cette mission de travail fait suite à sa précédente mission dont l'objectif principal est le suivi, l'évaluation de la situation urbaine et surtout de faire le point avec les autorités locales et déconcentrer des projets et autres études en cours conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Tadjoura. À son arrivée dans la ville blanche au port de Tadjoura, la ministre a été accueillie par les autorités de la région de Tadjoura et après une brève rencontre avec les autorités, la ministre de la ville accompagnée de ses collaborateurs a également procédé à l'inauguration et l'installation d'une antenne déconcentrée des services de son département pour les régions du Nord, à savoir Tadjoura et Obok, y compris l'affectation des moyens humains et techniques nécessaires, notamment les équipements informatiques et logistiques. Et cette nouvelle antenne va grandement contribuer au rapprochement de l'État et des administrés. Et par la suite, après les visites sur le terrain, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, s'est longuement entretenue avec les autorités de la région, les chefs de différents quartiers et les représentants des départements techniques déconcentrés pour échanger sur la problématique du développement urbain de la Ville Blanche. À cette occasion, la ministre a affirmé son engagement de suivre de près la mise en œuvre et l'application des orientations du SDAU de la ville de Tadjoura. Et par ailleurs, elle a souligné l'importance et la pertinence d'analyser le diagnostic dans le cadre de l'étude des plans détaillés d'aménagement urbain. Pour la ministre, il s'agit d'étudier les voies et moyens d'apporter des réponses adéquates en cohérence avec un développement urbain durable dans le respect des documents de planification urbain. Enfin, le préfet et le président du conseil régional n'ont pas manqué de remercier la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat et sa délégation pour cette mission de travail qu'ils ont trouvée fructueuse. Et la ministre Amina Abdi Aden a dans son intervention souligné l'importance et la pertinence d'analyser le diagnostic dans le cadre de l'étude des plans détaillés d'aménagement urbain pour créer une ville plus digne et plus prospère. On l'écoute. On est là pour deux raisons. La première raison, c'était pour lancer officiellement l'installation de bureaux déconcentrés de notre ministère à Tadjoura et dans la région Nord. Pour l'instant, nous aurons deux bureaux,
un bureau nord donc, qui est basé à Tadjoura et qui va s'occuper de Tadjoura et d'Obok. Dans un premier temps, il y aura un autre bureau qui va être installé à Obok. Ce bureau, il y a le personnel. Pour l'instant, on a mis à la disposition donc, de la région un personnel qualifié avec des moyens, donc, comme un moyen de locomotion pour qu'ils aillent faire du travail de terrain. Nous n'avons pas envoyé notre équipe pour rester dans les bureaux, mais ce sera une équipe qui va être présente avec vous sur le terrain et qui va faire un travail donc, de suivi et de correction et de prévention aussi, mais en même temps s'occuper de la délivrance de toutes les autorisations nécessaires, que ce soit pour l'installation en termes de terrain, mais en même temps la construction. Donc les permis de construire seront désormais délivrés ici à Tadjoura. La deuxième raison de notre présence ici, c'est pour partager avec vous un travail qui est en cours dans la région de Tadjoura, mais en même temps dans les 5 villes dont Tadjoura fait partie de la région, de chef-lieu de région, qui fait donc un travail d'évaluation de comment nos villes régionales se sont développées ces 10 dernières années. Et dans cette évaluation, il y aura un plan d'action avec des mesures nouvelles qui vont être imposées, que ce soit à la préfecture, que ce soit au conseil régional, mais aussi à vous, à tous les services qui travaillent donc, dans cette ville. La ville de Tadjoura et les autres villes aussi de la République de Djibouti, et c'est vraiment le souhait et l'exigence que le président de la République veut qu'on mette en place, c'est qu'on ait des villes qui soient durables, qui aient aussi la figure et donc l'image de villes dignes. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, s'est rendu au centre d'enrôlement d'étrangers mis en place par la Direction générale de la population dans les arrondissements 5 et 2, accompagné d'une délégation de hauts responsables du ministère de l'Intérieur ainsi que du préfet de Djibouti-Ville et du colonel Abdelkader Ibrahim Gona. Le ministre a été chaleureusement accueilli par le directeur général de la population, Ahmed Omar Jama, le sous-préfet des arrondissements respectifs et les responsables du centre. Cette visite du ministre avait pour objectif principal d'observer directement les installations avancées mises en place par le centre d'enrôlement d'étrangers à Djibouti. Au cours de sa visite, le ministre a eu l'opportunité de s'entretenir avec le personnel sur place et de prendre connaissance des procédures d'enrôlement. Le ministre Saïd Nour a souligné l'importance cruciale de ce centre dans la gestion des flux migratoires. Le ministre, par le biais de la direction de la population et de la famille, a déployé des efforts considérables pour établir un processus d'enrôlement efficace et respectueux des droits fondamentaux des personnes étrangères. La visite du ministre au centre d'enrôlement des étrangers témoigne de l'engagement du gouvernement à assurer une gestion responsable et respectueuse des droits des personnes étrangères. Et écoutons pour plus de précisions concernant le fonctionnement de ce centre, l'intervention du sous-préfet du 2e arrondissement. Et nous poursuivons donc toujours dans l'actualité nationale. Le secrétaire d'État aux investissements et du développement du secteur privé a organisé ce lundi une réunion de présentation du rapport de diagnostic sur la refonte du Code des investissements. Co-présidé par la secrétaire d'État aux investissements, Safia Mohamed Ali Gadili, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale. Cette réunion a vu la participation des investisseurs étrangers et nationaux. Le présent projet de refonte du Code des investissements s'inscrit dans un contexte de développement socio-économique, de l'émergence des collectivités locales, de réduction du chômage et de croissance économique à travers la dynamisation du secteur privé.
La finalité est de créer un cadre juridique renforçant la sécurité des investissements et améliorer l'environnement des affaires du pays ainsi que des institutions responsables des investissements. Au cours de cette réunion, les consultants nationaux et internationaux ont fait une présentation du diagnostic sur le code de l'investissement actuel en procédant en 3 étapes. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, s'est réjoui de cette réunion consacrée aux investisseurs pour la dynamisation des secteurs privés. Ensuite, de les moderniser pour répondre aux besoins actuels du marché. En tant que représentant du secteur privé, je crois fermement que cette initiative est essentielle pour stimuler la croissance économique, encourager l'investissement et le renforcement de la compétitivité de notre économie. Le Code des investissements est un outil crucial pour attirer des investissements étrangers directs dans notre pays. Cependant, pour que notre économie continue à croître, il est important d'adapter ce code aux nouvelles réalités en vue d'offrir un cadre plus attrayant aux investisseurs nationaux aussi. Ces derniers recherchent des environnements réglementaires stables, transparents, favorables au secteur privé, pour que nous devons adapter notre cadre des investissements et répondre à ces besoins. En outre, la modernisation du Code des investissements peut aider à renforcer la compétitivité de notre économie en encourageant l'innovation, en permettant une plus grande participation du secteur privé dans les investissements. Cela peut stimuler la création d'emplois, augmenter la productivité, améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. C'est le rôle du gouvernement et c'est le rôle aussi du secteur privé d'y prendre part. Cependant, il est également important d'inciter les investissements privés, nationaux et étrangers, pour qu'il y ait un partenariat très approfondi. Nous devons encourager les entreprises locales à investir dans notre économie pour stimuler la croissance économique à long terme. Pour y parvenir, nous devons offrir un environnement encore une fois stable qui favorise les investissements privés nationaux. Nous devons également encourager les partenariats et la coopération entre les entreprises locales, les entreprises étrangères pour favoriser, et c'est là le plus important point, le transfert des connaissances et des technologies. Et la secrétaire d'État aux investissements et chargée du développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali Gadel, a rappelé que la réforme du Code des investissements a été assignée à son département par le président de la République. On l'écoute. La réforme du Code des investissements est une mission que le chef de l'État, le président de la République de Djibouti, chef du gouvernement, Al-Hajj Ismaël Marguelé, a assignée au secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé. Cette mission nous incombe, elle est extrêmement importante puisque à la source du développement économique, de la croissance économique réside les investissements. Sans investissement, on ne peut pas espérer une croissance économique tant souhaitée. Nous mettons en place un code des investissements prévisible, clair et sans ambiguïté qui va rassurer et protéger et garantir le secrétariat d'État aux côtés des équipes de l'ANPI avec le soutien de la Chambre de commerce et les experts se sont attelés à reformer, à réviser le Code des investissements. L'amélioration du climat des affaires nécessite des modifications importantes que nous devons assurer afin de drainer vers Djibouti les capitaux étrangers dont on a tant besoin. Les investisseurs nationaux aussi seront incités à investir
à s'engager dans le secteur privé que si nous mettons en place un environnement sain. C'est un point essentiel. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis afin de discuter du rapport de diagnostic qui mettra en évidence les lacunes que présente l'actuel code. Écoutons à présent les impressions des participants, investisseurs et bailleurs de fonds à cette rencontre. Réunis à la Chambre de commerce pour clôturer la première phase du processus de réforme du Code des investissements. Comme l'avait souhaité le président de la République, M. Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, la ministre des Investissements a, dès sa nomination, mis en place un processus pour réformer notre Code des investissements. Et c'est ainsi que notre cabinet, les cabinets R&D, les cabinets PP Avocats de mon confrère Pierre Laurent, a été sélectionné pour entreprendre ces réformes. La première phase a consisté à procéder à un diagnostic sur le Code des investissements de Djibouti actuel. Pour ce faire, nous avons mis en place toute une série de consultations à la fois du secteur privé et du secteur public. Nous avons pu rencontrer plus de 6 secrétaires généraux, 13 directions, les impôts, les domaines, la NEFIP et le secteur privé, plus de 40 entreprises de la place pour pouvoir procéder avec un diagnostic et recueillir les attentes. Donc aujourd'hui, nous avons présenté aux participants notre travail, le fruit de notre travail, le constat que nous avons fait, et ce rapport a été approuvé par les participants et nous allons bientôt commencer la deuxième phase qui est aussi importante et qui va consister à rédiger le nouveau corpus juridique relatif aux investissements. Aujourd'hui, on a participé à la réunion pour la présentation du rapport de diagnostic sur la réforme, qui porte sur la réforme du Code des investissements, qui est bien sûr d'envergure dans la vision de l'État et qui va vraiment se focaliser sur comment accroître d'un côté la croissance économique de notre pays, tout en valorisant et en attirant les investisseurs tant internationaux et étrangers que nationaux. Donc aujourd'hui, il y a eu plusieurs observations, discussions entre le secteur public, les administrations, et bien sûr le secteur privé qui a été convié, qui a beaucoup participé aux discussions. Plusieurs échanges fructueux ont été faits et plusieurs observations ont été notées par les divers acteurs qui étaient présents aujourd'hui. Bien sûr, cette présentation, pour un dernier mot, elle a abouti à des échanges favorables. L'Union européenne est présente ici ce matin parce que, vous savez, l'Union européenne est très engagée aux côtés de Djibouti dans le cadre de la réforme des codes des investissements. L'Union européenne a toujours été un partenaire pérenne qui a souhaité accompagner Djibouti et la stratégie engagée 2035 par le président de la République de Djibouti. Donc l'objectif de ce diagnostic initialement prévu est de pouvoir permettre d'attirer les investissements directs étrangers, de mettre en cohérence les différents textes qui existent aujourd'hui, de manière à faciliter, encourager et garantir et donner certaines garanties à des investisseurs, mais aussi de renforcer les institutions chargées de l'investissement. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr. Restez avec nous. La suite de notre... Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu hier donc, les jeunes athlètes qui ont participé et brillé dernièrement lors du championnat d'Afrique d'athlétisme en Zambie. Ils étaient accompagnés du président de la fédération d'athlétisme et plusieurs autres responsables et membres de la fédération, ainsi que le directeur des sports du secrétariat d'État au sport. Au cours de l'audience, le secrétaire d'État a indiqué qu'il a tenu à recevoir les athlètes djiboutiens pour leur exprimer la joie et la fierté de toute la nation au regard des performances exceptionnelles qu'ils viennent de réaliser sur les hauteurs de Lusaka. Pour terminer, le secrétaire d'État a promis aux jeunes champions le soutien et tout l'accompagnement nécessaire de son département afin qu'ils puissent travailler dans d'excellentes conditions de manière à glaner d'autres lauriers pour Djibouti. Intervenant tour à tour, les champions ont exprimé toute leur émotion de voir tout un État mobilisé pour eux suite à leur performance. C'est pourquoi ils ont tenu à remercier le secrétaire d'État au sport et l'ensemble des responsables sportifs pour leur soutien. A reçu les athlètes qui ont gagné en Afrique, en championnat d'Afrique. Et comme vous le savez, depuis mon arrivée ici à la tête de l'Agence nationale de la promotion du sport, nous avons, avec
avec la décision du ministre, nous avons essayé de restructurer et de donner le centre d'athlétisme d'Al-Sabieh, qu'on appelle actuellement l'Académie d'excellence d'athlétisme d'Al-Sabieh. Nous avons essayé de redonner, son rang de premier institut qui formait nos athlètes internationaux. Tous les athlètes internationaux djiboutiens qui ont ramené des médailles à Djibouti sont sortis de ce centre, mais à un moment, le centre a un peu perdu sa valeur. Donc nous avons réorganisé, revitalisé pour un peu redonner le rang qui détenait en Afrique ce centre d'athlétisme d'Al-Sabieh. Donc, comme vous avez vu aujourd'hui, les 3 jeunes athlètes qui ont gagné le championnat d'Afrique qu'on avait reçu ce matin, ce sont déjà le premier fruit de ce centre. Et ce centre-là va produire bientôt nos élites d'athlètes qui présenteront ou qui représenteront les athlètes djiboutiens. Une fois sortis de ce centre, ces enfants-là, on va les diriger, tous les élites qui sortiront de ce centre, on va les diriger vers un centre, notre centre à Addis Abeba, pour qu'ils puissent participer aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Et là, nous avons le premier fruit et on a de l'espoir et on sait qu'avec la Fédération d'athlétisme, ce centre-là va donner ses fruits. Dans l'actualité également, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoît Tourab, a présidé la cérémonie de clôture de l'atelier au Djibouti Palace Kempinski, un atelier de mise en place de l'application SORMARS destinée pour la surveillance dans le domaine sanitaire. Cet atelier a vu la participation de Ahmed Bachir, représentant de l'IGAD, du directeur général du SPIDICOM et du directeur de la direction de l'information sanitaire et du directeur de l'INSPD. Ainsi, le ministère de la Santé a officiellement lancé dans une initiative novatrice visant à numériser son système de surveillance des maladies à l'aide de la plateforme SORMARS. Et ce projet, qui fait suite à un atelier intensif d'une semaine et en une collaboration avec l'IGAD, la coopération allemande GIZ, Spedicom et la fondation SORMARS, vise à renforcer la prévention et le contrôle des maladies transmissibles dans tout le pays. Le représentant de l'IGAD a souligné l'importance régionale du projet, notant qu'il renforcerait la surveillance des maladies et les capacités de réponse dans toute la région de l'IGAD. Comment est-ce que la surveillance, la réponse aux crises sont faites ici à Djibouti et aussi à la région? Ça a été vraiment productif, on a bien compris, on a aussi discuté comment est-ce que SORMARS peut renforcer le système de surveillance et réaction aux émergences. Je pense qu'on a vraiment travaillé, ça a été productif, on a un plan, ça sera présenté après dans quelques minutes. Mais tout ça, je voulais vous remercier par le travail ensemble, pour la coopération. Et je suis sûre que ça va être un succès, pas seulement pour Djibouti, mais aussi pour la région IGAD. Et bon, merci beaucoup du côté de la Fondation. Et bon, ça sera le début d'une grande coopération, je pense, avec vous, avec toutes les organisations dans la région. Écoutons également l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé. Permettez-moi à cette occasion, mesdames et messieurs, de remercier l'IGAD qui nous a permis en premier de bénéficier dans notre sous-région de cette application à travers le financement de l'Union européenne. Mes remerciements également vont aussi au GIZ, lequel a servi de pont à ce que des représentants de l'institution, de la fondation SORMARS puissent être présents à Djibouti. Il n'est nul besoin de rappeler ici que les maladies n'ont pas de frontières et peuvent se propager rapidement. Nous l'avons constaté à notre dépens lors de l'apparition de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Donc nous ne sommes pas à l'abri de la résurgence d'autres épidémies, le SARS, l'Ebola, de la dengue, les méningites et d'autres encore maladies. Il est donc capital que les systèmes de santé soient renforcés en personnel de qualité,
capable de réagir rapidement pour organiser une réponse à tous les niveaux et que ce personnel dispose de moyens les plus performants de recueil de données épidémiologiques. Lorsque nous avons créé l'Institut national du système de santé publique, c'était dans ce but-là. Et il est chargé de la veille sanitaire, de l'alerte aux épidémies et de la préparation à une riposte sanitaire. L'outil que nous projetons aujourd'hui de monter apportera à notre système d'information sanitaire plus globalement de dimensions encore plus bénéfiques afin de réagir rapidement contre toutes les formes de maladies à progression rapide. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le Centre sectoriel de formation professionnelle au métier du transport et de la logistique de Balbala a organisé la première édition du concours annuel sur les métiers du transport et de la logistique intitulé « Choisis ton métier ». Cet événement qui mettait en compétition les élèves en terminale du CS-FOP-TL avait pour objectif de montrer l'importance et le rôle des métiers de la logistique et du transport dans les formations et les apprentissages de tous les jours. Dans un premier temps, les candidats challenger les connaissances des métiers face à des questions choix multiples. Deuxièmement, les meilleurs apprenants sélectionnés ont également affronté les épreuves pratiques. Chaque candidat a réalisé en un temps limité devant les jurys référents une série d'épreuves techniques liées à son métier. Cette première édition avait pour thème principal « Choisis ton métier » parce qu'elle est convaincue que chacun peut et doit choisir librement son métier et son avenir professionnel. Ce concours annuel, au-delà de développer le goût des métiers du transport et de la logistique chez les élèves du terminal, contribue à renforcer l'amour de la filière, stimuler l'initiative chez les élèves, leur permettre de favoriser les compétences des jeunes apprenants et supervisés par le directeur du centre. Ils ont apprécié donc le bon déroulement de ce concours exceptionnel qui marquera l'histoire du centre de Balbala. Il a souhaité à toutes et à tous la réussite de ce concours en montrant et en expliquant aux participants l'importance de ce challenge et de donner l'espoir d'être à la hauteur de cette belle compétition symbolique. Donc c'est une première édition et nous allons continuer à organiser le même concours chaque année. Donc c'est une première ici au centre sectoriel des formations professionnelles au métier du transport et de la logistique de Balbala. Nous avons prévu de remettre aux élèves lauréats des certificats, des mérites, mais aussi des médailles et des coupes. Parce que c'est un travail acharné, ils ont mérité, et ceci coïncide bien sûr à la fin de l'année. Donc, comme vous les avez tous, le centre a mis au point le projet d'établissement depuis 2020, date de la création de ce centre. Les actions vont se poursuivre jusqu'en 2025, Inch'Allah. Et je tiens à féliciter ce matin les lauréats qui se sont distingués par leur travail, par leur professionnalisme, d'accord, et qui sont donc fiers, et nous sommes fiers avec eux. Actualité régionale à présent, au moins 676 personnes ont été tuées dans les affrontements survenus entre l'armée soudanaise régulière et les unités paramilitaires des forces de soutien rapide. C'est ce qu'a indiqué hier un rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Selon le rapport, plus de 936 000 personnes ont également été déplacées par le conflit depuis le 15 avril, dont environ 736 200 à l'intérieur du pays et 200 000 vers les pays voisins. Les Nations Unies estiment qu'environ 15,8 millions de Soudanais, soit environ un tiers de la population du pays, auront besoin d'aide humanitaire en 2023, un chiffre qui est encore susceptible d'augmenter en raison de la guerre. Le 11 mai, les partis en conflit au Soudan ont signé dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah une déclaration d'engagement à protéger les civils du Soudan qui vise à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence et à garantir l'évacuation sécurisée des civils. Les deux parties se sont cependant mutuellement accusées d'enfreindre l'accord et de poursuivre les hostilités. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.